Je suis Bourlé Limen, je suis professeur agrégé en cardiologie à l'hôpital Farhat Hached d'Assous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cas qui nous a intrigués au service à propos d'un cas d'hypertension artérielle chez un sujet jeune. Secondary hypertension in a young patient. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Je vous présente Madame HL, elle est âgée de 48 ans. Elle a comme antécédents familiaux un frère décédé à l'âge de 38 ans par un AVC hémorragique suite à un pic hypertensif. Et comme antécédent personnel, elle est hypertendue depuis 5 ans sous anti-aldostérone 50 mg par jour, bisoprolol 10 mg par jour, un dérivé nitré péros, furosémide 40 mg par jour, de l'aspigique 100 mg par jour, prazosine 5 mg par jour, nicardipine 300 mg par jour, monoxidine 1 mg par jour, c'est-à-dire 0,2 x 3 avec un 0,4. Et avec tout ça, elle déclare un profil tensionnel sur les 2 années précédentes qui serait entre 150 et 160 mm de mercure de systolique et 80 à 90 mm de mercure de diastolique. Elle nous a consulté pour des douleurs angинeuses persistantes qui évoluent depuis 3 heures. À l'examen initial, on trouve une pression artérielle à 140 sur 90, un pouls à 80, elle sature correctement à l'air ambiant et une auscultation cardiopulmonaire normale. Premier réflexe, c'est faire un électrocardiogramme. Et là, comme vous voyez, à l'électrocardiogramme, elle a un rythme régulier sinusal à 80 battements. Elle a un sus-décalage de ST et une onde Q en inférieur. Elle n'a pas de trouble de conduction. Et si vous voyez en D1 et AVL, vous voyez ces ondes T négatives. Et lorsque on calcule la sommation de l'onde R en AVL et S en V3, on trouve qu'elle est supérieure à 20. Donc, diagnostic initial, c'est un STEMI inférieur non compliqué. À la coronarographie, on trouve une lésion monotronculaire de la coronaire droite et elle a été revascularisée avec succès, avec un bon résultat final. Jusque-là, tout va bien. À l'échographie transthoracique, elle a une HVG concentrique, elle n'a pas de gradient intraventriculaire gauche. Elle n'a pas de valvulopathie significative et une petite hypokinésie de la paroi inférieure. Donc, le traitement médical intra-hospitalier était une double entrée agrégation plaquettaire, une statine, des bêta-bloquants. On a enlevé la plupart des médicaments qui sont des doses oui. Mais finalement, on a découvert elle est suivie par un cardiologue à Kiev et on a découvert qu'avec ces doses-là, qui arrivent plus ou moins à monitorer son régime tensionnel. On a mis des bêta-bloquants à une dose de 10 mg, des IEC. On a commencé par une faible dose de ramipril, de l'amlodipine, un anti-aldostérone, des dérivés nitrés à la pousse-seringue électrique et de la nicardipine à la pousse-seringue électrique. Tout ça pour maintenir une tension artérielle aux alentours de 170 à 180 mm de mercure de systolique et 90 mm de mercure de diastolique. À la biologie, à la NFS, des plaquettes à 230 000. Pourquoi je parle de plaquettes? Parce que pour éliminer une microangiopathie thrombotique, une glycémie correcte, une microalbe à 56 mg, et une kaliémie limite à 3,8, il ne faut pas oublier qu'elle est déjà sous anti-aldostérone. Le bilan thyroïdien était correct et on a fait un cycle de cortisolémie. Vous allez vous demander pourquoi on fait un cycle de cortisolémie sous ces doses de traitement. Parce qu'à chaque fois, on enlève un seul médicament qu'elle fait des flashs de tension de 210 à 220 mm de mercure. Et pour être honnête, je n'ai pas osé arrêter les traitements et on a fait le cycle de cortisolémie sous les traitements qu'elle reçoit. Et comme vous voyez, ce cycle, entre 8h, 16h et 24h, le cortisol était très élevé. Et on a effectué un freinage rapide et on trouve que le taux de cortisol il a baissé, mais il reste supérieur à 50 nanomoles par litre. L'ACTH était légèrement inférieur à la limite inférieure, 1,28. Juste un mot sur le test de freinage rapide à la dexaméthasone. Il sert à rechercher une hypercortisolémie.
Comme protocole de réalisation, il faut préparer le patient avant le test. Il est crucial de vérifier l'absence de prise d'oestrogène et de glucocorticoïdes. L'administration de dexaméthasone, prendre 1 mg de dexaméthasone, soit 2 comprimés de 0,5 mg, la veille du prélèvement entre 23h et minuit. Et puis après, le prélèvement doit être effectué le lendemain matin à 8h pour mesurer la cortisolémie. Comment on va interpréter les résultats? La cortisolémie doit être inférieure à 50 nanomoles par litre, soit inférieure à 18 nanogrammes par millilitre pour indiquer un freinage normal. Si ce taux reste supérieur, cela suggère une hypercortisolémie. On a fait aussi les dérivés méthoxylés urinaires, c'était normaux. On a aussi effectué le dosage de la rénine et de l'aldostérone. Et comme vous voyez, ces taux étaient... c'est la première fois de ma vie, même le laboratoire nous a contactés pour vérifier les résultats. Des rénines à 70 000, un aldostérone à 1400, mais malheureusement, ces dosages ont été faits sous traitement, sous anti-aldostérone, malheureusement. Un rappel sur le dosage de rénine, aldostérone, comment vous devez effectuer ces bilans. Il faut arrêter au moins 5 jours les IEC et les ARA2, arrêter au moins 6 semaines la spironolactone. Et comme vous voyez ici, les patients qui sont sous anti-aldostérone, le dosage va sous ces traitements, vous trouvez que le taux d'aldostérone et des rénines sont très élevés. Comme bilan de retentissement, le fond d'œil a objectivé un œdème papillaire stade 1 plus marqué à gauche, pas plus. On a complété par un scanner des surinales et on trouve un scanner normal. On a complété quand même par une IRM des surinales et les deux surinales sont de signal et de morphologie normale. En intra-hospitalier, on a effectué un holter tensionnel. Sa pression artérielle oscille entre 170 mm de mercure et 200 mm de mercure de systolique et 120 et 100 mm de mercure de diastolique. Je rappelle qu'il était même sous l'oxène à la pousseringue et Risordan à la pousseringue. En plus de ça, il n'y a pas de baisse des chiffres tensionnels le soir. Et à la biologie, la créatinine a passé de 82 micromoles, elle a grimpé à 183 micromoles après l'introduction de 2,5 mg de ramipril. Et dès qu'on arrête le ramipril, les chiffres de créate sont normalisés. Vu que notre patiente était non deeper, on a effectué une polysomnographie et on a trouvé un index d'apnée-hypopnée à 34,7 et c'était une indication à l'appareillage de la patiente. En plus, on a fait un Doppler des artères rénales qui a objectivé une sténose significative de l'artère rénale gauche. Un complément par un angioscanner des artères rénales. Il confirme la sténose, elle était courte de 70% de l'artère rénale gauche. Devant ce tableau clinique, on n'avait pas beaucoup de choix, de solutions. On a pensé à cathétériser l'artère rénale gauche et la dilater. Peut-être elle serait la seule étiologie de cette hypertension artérielle résistante. Voilà son artère rénale gauche. Et on l'a dilaté par un ballon, on ne l'a pas dilaté par un stent, on l'a dilaté par un ballon, l'artère rénale gauche. Et à la fin de la procédure, dans l'immédiat, on a remarqué une baisse significative de chiffre tensionnel et que pour la première fois, elle arrive à avoir des pressions artérielles systoliques à 120 mm de mercure. Mais malheureusement, dès qu'elle est sortie de la salle de cathétérisme, dans les 24 heures, il y avait un retour aux valeurs habituelles. C'est-à-dire, ces chiffres tensionnels ont grimpé de nouveau à 180 jusqu'à 200 mm de mercure. Et là, on a revu un peu la littérature. Il y a pas de série, il y a des case reports à propos
d'une hypertension artérielle résistante secondaire à une sténose unilatérale d'une artère rénale. Il n'y a pas de série, et c'est des séries orphelines, et c'est des étiologies plus ou moins rares. C'est peut-être la tuberculose, peut-être une maladie du système, un Takayasu. Donc, finalement, on a décidé de refaire le bilan correctement dans les normes. Nous avons arrêté l'aldostérone. Nous comptons refaire le dosage de la rénine-aldostérone dans les 6 semaines. Comme elle a reçu beaucoup de contrastes, de la coronarographie jusqu'au scanner, jusqu'à l'angiographie de l'artère rénale, on a prévu de contrôler l'artère rénale gauche par un angioscanner dans 1 mois. Elle est sortie sous amlodipine 10 mg, bisoprolol 10 mg, monoxidine 0,4 et 0,2, prazosine 5 mg, du ramipril 10 mg. Je rappelle qu'on a réintroduit, à chaque fois on réintroduit le ramipril et finalement on arrive à avoir un équilibre avec des créatinines en moyenne de 110 micromoles. Voilà le cas que je présente. Merci beaucoup. Je sollicite fortement vos avis parce que ce cas nous a réellement intrigués. Bon. Attends, on fait la discussion. Une question. S'il y a une question dans la salle. Bonjour. Merci pour cette excellente présentation. Déjà, refaire le bilan de l'aldostérone, je ne pense pas que ça va servir à quelque chose. On a déjà de l'aldostérone qui est élevée, donc les sous-anti-aldostérone. Donc la seule chose qu'on va trouver, c'est une aldostéronine qui est élevée. Et je pense que le mécanisme, il est clair, c'est un hyperaldostéronisme qui est secondaire à une sténose de l'artère rénale. Déjà, je me demande comment ça se fait qu'une patiente qui a une hypertension artérielle à l'âge de 42 ans et qui a une HTA qui est très sévère comme celle-ci, et on n'a pas poussé des explorations au préalable pour rechercher une étiologie pour cette hypertension artérielle. Moi, dans ma pratique courante, c'est que chez des patients pareils, la première chose, je ne fais pas un scanner de la surrénale, mais je le fais systématiquement un angioscanner des artères rénales pour vérifier les artères rénales et pour vérifier la surrénale. Mais il est très probable qu'effectivement, elle a resténosé au niveau de ce que vous avez fait comme dilatation au niveau de l'artère rénale. Je pense qu'un stenting direct de cette artère rénale aurait pu résoudre le problème. Et le traitement, c'est sûr que c'est un anti-aldostérone qu'elle nécessite. La dose de 1,5 comprimé d'anti-aldostérone, ça ne suffit pas. Le seul traitement qui va marcher chez elle, c'est d'augmenter les doses d'anti-aldostérone. C'est tout. C'est un excellent cas, bravo. Pour cette dame jeune, on suspecte pour la sténose de l'artère rénale la dysplasie fibromusculaire. Et mettre un ballon uniquement, dilater uniquement par un ballon, ne pas mettre un stent, c'est un recoil au bout de 24 heures. Le retour à l'hypertension artérielle, c'est un recoil de la gaine fibromusculaire qui est revenu rapidement à réaliser une sténose significative. Donc dans le bilan post-dilatation, le deuxième bilan, le dernier, est-ce que vous avez refait un angioscanner ? Oui, comme elle a reçu beaucoup de contrastes, on l'a fait sortir et on va la reconvoquer pour un nouveau scanner. Elle a eu le Doppler, non, le Doppler des artères rénales. Doppler des artères rénales. On n'a pas pensé au Doppler parce qu'on a pensé directement au scanner pour évaluer le degré de la sténose. Parce que la récidive au bout de 24 heures, c'est sûrement une dysplasie fibromusculaire qui est revenue parce qu'on n'a pas mis de stent la première fois. Pour les sténoses des artères rénales, c'est vrai que l'angioplastie simple au ballon donne de bons résultats, notamment dans le cas des maladies inflammatoires. Le problème de l'athérome est différent, mais le fait qu'il y a une récidive extrêmement précoce, effectivement, on pense au recoil, et le fait de faire un Doppler permet de confirmer cette hypothèse, et éventuellement de revenir et de lui mettre un stent. Bon, c'est un cas exceptionnel d'hyperaldostéronisme secondaire. À sténose d'artère rénale, on pense tout de suite, on aurait pensé à un problème de cône, quoi. Oui. Bon, pour moi, merci pour cette présentation, pour ce cas clinique très intéressant. Bon, pour moi, je vais interpréter le bilan ordinal que vous avez présenté pour cette patiente. Alors, elle a un hyperaldostéronisme, très probablement secondaire, vu la présence de cette sténose de l'artère rénale, mais je propose quand même de le refaire avec les précautions de dosage.
D'accord. Deuxièmement, elle a un test de freinage minute qui est négatif avec une STH basse. Bon, premièrement, est-ce que votre patiente est obèse? Parce qu'il y a des faux, disons des faux positifs. Elle a 90 kg pour 1,80 m. Bon. En plus, lorsqu'on trouve un test de freinage qui est pathologique, on doit le refaire pour être sûr qu'il y a un hypercortisolisme vraiment endogène. Bon, merci. On passe à la deuxième. Ah, merci. Thanks a lot. Can I ask in English? I'm just surprised that after the dilatation, you put the patient back on ACE inhibitor. So the patient went back with blood pressure is good. The night after, you said, thanks a lot. The blood pressure went way up. So why do you, the indication here for the ACE inhibitor is it's okay to put the patient back on ACE inhibitor after you dilate the artery and things went back to the values which were there. Then now you got the question. Et après, on les a réintroduits. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives. Notre patiente était sous dérivé nitré à la pousse-seringue et elle était sous nicardipine à la pousse-seringue électrique, vitesse 6. Elle avait tellement de céphalées sous les pousse-seringues qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives. Et voilà, c'est par défaut qu'on a mis les IEC finalement. Elle a augmenté après deux. Oui, elle s'est stabilisée à 110. Augmenter, baisse, puis à 110. Bon, merci. On passe à la deuxième présentation par le docteur Nabil Arqiq, chef de service d'endocrino de Sfax. Elle va nous traiter l'endocrine, les causes endocrines. Which investigation? Je suis très ravie d'être invitée par la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, représentant la Société tunisienne d'endocrinologie, diabète et maladies métaboliques. Nous collaborons bien sûr ensemble de façon étroite. Et là, je vais vous présenter les hypertensions artérielles endocriniennes. Quelle investigation? Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. En fait, je dois souligner que l'hypertension artérielle endocrine reste une cause rare quand même d'hypertension artérielle, puisque sa prévalence n'excède pas 5% de l'ensemble des hypertensions artérielles. Pourquoi alors la rechercher? Donc l'intérêt de la recherche des HTA endocrines réside dans la gravité de certaines formes parfois mortelles, en particulier pour le phéochromocytome par exemple, et le caractère potentiellement curable et réversible de ces hypertensions artérielles. Alors, lorsqu'on parle d'hypertension artérielle d'origine endocrinienne, les causes sont dominées surtout par l'origine surrénalienne, en particulier par l'hyperaldostéronisme primaire, par le syndrome de Cushing, par le phéochromocytome et le paragangliome, et plus rarement par d'autres endocrinopathies représentées par l'hyperparathyroïdie primaire, les dysthyroïdies et également l'acromégalie. Voilà donc une série de patients hypertendus jeunes âgés entre 18 et 40 ans, de 1090 patients. On a trouvé chez eux que l'hypertension artérielle était secondaire dans 30% des cas, un tiers des cas environ, et que chez eux, l'étiologie prédominante était l'hyperaldostéronisme primaire dans plus de la moitié des cas, et seulement le phéochromocytome et le paragangliome représentaient 6% des cas. Alors, l'hyperaldostéronisme primaire devant une hypertension artérielle, quand est-ce qu'il faut penser à un hyperaldostéronisme primaire? On y pensera lorsque le patient présente une hypertension artérielle sévère, lorsque il présente une hypertension artérielle résistante, en particulier sous règle hygiénodiététique, sous trithérapie antihypertensive à dose optimale, dont un diurétique thiazidique ou bien un diurétique de Lens lorsqu'il s'agit d'une insuffisance rénale. Également, on pensera à un hyperaldostéronisme primaire lorsqu'il y a une hypocalémie définie par un taux de potassium inférieur à 3,5 mmol par litre, intermittente ou permanente, bien sûr, après avoir éliminé
toute origine donc, de perte digestive. Également, on y pensera devant un retentissement disproportionné sur les organes cibles par rapport au chiffre tensionnel et devant un incident à lampe surrénalien associé à une HTA ou une hypocalémie, bien sûr, à côté de l'âge jeune inférieur à 40 ans. Alors, comment dépister? Donc, vous m'avez facilité la tâche, vraiment. C'est par le calcul par le dosage de l'aldostérone et de la rénine plasmatique pour calculer le rapport, donc, aldo sur rénine, en respectant les conditions de dosage, en particulier, le matin, on fera le dosage le matin, 2 heures après le lever, en position assise 5 à 15 minutes après sous cette position, en régime normosodé, en normocaliémie et sans traitement interférent, comme vous avez dit, pour ce dosage donc, de l'aldorénine, en particulier les diurétiques, les spironolactans, les bêta-bloquants, les EUC, les ARA2, etc. Et dans ce cas-là, on va donc équilibrer nos patients par les inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques et ou alpha-bloquants et ou antihypertenseurs centraux pour éviter ces interférences. Alors, comment confirmer? Voilà, lorsque le taux d'aldostérone plasmatique est inférieur à 90 picogrammes par millilitre et ou un rapport inférieur au seuil. Le seuil, c'est 64 si l'unité retenue en picomol pour l'aldostérone et en picomol par litre, ou bien inférieur à 23 lorsque l'unité retenue pour l'aldostérone est en picogrammes par millilitre. Par contre, lorsque le taux d'aldostérone dépasse 200 picogrammes par millilitre avec un rapport donc pathologique, soit supérieur à 64 ou bien à 23 selon l'unité choisie, l'hyperaldostéronisme primaire est confirmé. Alors, l'Endocrine Society, pour cette société, un seul test suffit lorsque le patient a déjà une hypocalémie, mais pour les recommandations françaises, un deuxième test de confirmation est requis. En particulier, on peut refaire donc ce test, le calcul de ce rapport. Lorsque la situation est intermédiaire, donc ça peut être gênant, donc il faut soit répéter le calcul de ce rapport, donc répéter le dosage, soit encore faire le test de surcharge en sel. Bien entendu, il est contre-indiqué chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque. Alors, lorsque vous avez confirmé l'hyperaldostéronisme primaire, on doit faire le diagnostic étiologique et donc demander l'imagerie, soit la TDM, soit l'IRM surrénalienne, pour donc localiser la lésion responsable, qui sera soit un adénome surrénalien dans un tiers des cas, soit l'hyperplasie surrénalienne souvent bilatérale dans 70% des cas. Alors, le cathétérisme des veines surrénaliennes pour rechercher un gradient entre les deux côtés, quand est-ce qu'il est indiqué? Puisqu'il s'agit d'un geste invasif, il n'est indiqué que lorsque la chirurgie surrénalienne est envisagée. Et en particulier chez les patients dont l'âge est supérieur à 35 ans, quelle que soit l'imagerie, parce qu'avec l'âge, on a tendance à la nodularité surrénalienne, ou bien chez les patients qui sont âgés de moins de 35 ans, toute imagerie sauf adénome. Dans ce cas-là, si l'adénome est évident, bien sûr, il faut l'opérer. Maintenant, je vais passer à la deuxième cause surrénalienne d'hypertension artérielle endocrinienne, le phéochromocytome, qui est une tumeur neuroendocrine développée aux dépens du tissu chromaffine de la médullo-surrénale, ou bien le paragangliome, qui est également une tumeur neuroendocrine qui est développée aux dépens du tissu chromaffine des ganglions sympathiques et parasympathiques. Ces tumeurs sont le plus souvent bénignes, elles sécrètent en excès les catécholamines qui vont être responsables à la fois donc de l'hypertension artérielle et également d'éventuelles complications cardiovasculaires aiguës et même de décès rapide. Comme vous voyez là, la fréquence est la prévalence est très faible, 0,2 à 0,6% des hypertensions artérielles, mais il faut quand même la rechercher devant un faisceau d'arguments et un tableau évocateur. Alors, le tableau évocateur, c'est toute hypertension artérielle, sujet jeune, sans facteur de risque, résistante, permanente ou bien surtout paroxystique. Histoire familiale de néoplasie endocrinienne multiple.
un incident à lampe surrénalien où 5% sont des phéochromocytomes, et des signes cliniques évocateurs de l'hypersécrétion de catécholamine, en particulier la triade de Ménard, la céphalée sur palpitation, ou bien donc un amaigrissement, les crises adrénergiques avec collapsus cardiovasculaire inexpliqué, la labilité tensionnelle, les troubles du rythme, la cardiomyopathie, l'hypotension artérielle, c'est surtout les phéochromocytomes à dopamine, et l'hyperglycémie. Alors, comment faire le diagnostic? On va le faire en demandant les dérivés méthoxylés libres urinaires ou plasmatiques, également avec des conditions de dosage bien requises, en particulier en évitant les interférences alimentaires, par exemple le thé, le café, le banane, l'ananas, etc., et après arrêt des médicaments interférents. Mais maintenant, on a de plus en plus des méthodes, en particulier avec la spectrométrie de masse, où ces évictions ne sont pas indispensables. Donc, ça dépend donc, de la méthode utilisée pour le dosage. Voilà les médicaments donc, avec quoi on peut... qui peuvent interférer donc, avec le dosage des méthoxyamines donc, libres urinaires ou plasmatiques. Ce sont bien entendu surtout les bêta-bloquants, les antidépresseurs tricycliques, l'alphéméthyldopa, également le paracétamol. Alors, lorsque le taux est normal, bien sûr, ça élimine donc, le diagnostic. Par contre, lorsque le taux dépasse 4 fois ou égal à 4 fois la limite supérieure de la normale, ça permet de confirmer le diagnostic. Et là, à partir de là, nous devons faire le diagnostic topographique, le scanner ou bien l'IRM surrénalienne, voire même la MIBG lorsque, bien sûr, donc à la recherche de la localisation du phéochromocytome. Certes, le phéochromocytome est médullosurrénalien, mais le paragangliome, il peut siéger n'importe où au niveau, sur le long de la chaîne sympathique ganglionnaire ou paraganglionnaire. L'hypercortisolisme, maintenant, le syndrome de Cushing, c'est un hypercortisolisme endogène, donc non freinable. Donc, d'après ce document de consensus, il faut chercher devant toute hypertension artérielle, un syndrome de Cushing lorsque l'hypertension artérielle survient chez des sujets jeunes de moins de 40 ans, bien sûr, une hypertension artérielle résistante, un profil non d'hyper, une lésion surrénalienne, un incident à lampe surrénalien, mais également devant des signes qui évoquent le syndrome de Cushing, l'hypercortisolisme, à savoir l'obésité facio-tronculaire, les vergetures, les échymoses, c'est-à-dire la fragilité capillaire, l'ostéoporose chez un sujet jeune, ou bien une aggravation aiguë d'une hypertension artérielle chronique jusque-là bien équilibrée. Alors, comment faire le diagnostic? On le fera, bien sûr, comme ça a été dit, par l'un des tests suivants, soit le cortisol salivaire à minuit, soit le cortisol libre urinaire, soit le test de freinage à la dexaméthasone 1 mg qu'on va donner à minuit, et on va doser le cortisol le matin au réveil à 8 heures. Ce sont les tests de première intention, bien sûr, choisir l'un de ces tests. Lorsque c'est anormal, et bien sûr, après avoir éliminé un hypercorticisme donc exogène par l'apport de glucocorticoïdes exogènes, on va répéter le test. Un deuxième test anormal, donc confirme le diagnostic, et là on fera la mesure de l'ACTH plasmatique pour s'orienter vers l'étiologie. Si c'est bas, c'est plutôt l'origine surrénalienne. Si c'est élevé, c'est plutôt donc la maladie donc de Cushing, et là on doit demander une IRM hypophysaire ou bien un syndrome de Cushing par anéoplasie qui s'accompagne également d'une élévation de la CTH. Voilà pour les principales donc, causes surrénaliennes d'hypertension artérielle endocrine. Donc, je vais là vous citer l'hyperthyroïdie qui peut être également une cause d'hypertension artérielle endocrine. L'évoquer lorsque l'hypertension artérielle est essentiellement systolique, et bien sûr lorsque on constate chez le patient ou bien la patiente un goitre, des signes oculaires, l'exophthalmie, ou bien des signes cliniques de thyrotoxicose, à savoir l'amaigrissement, les tremblements, la diarrhée, etc. Dépisté par un taux de TSH qui sera abaissé en cas d'hyperthyroïdie, et la confirmation, c'est la FT4 qui sera élevée et la TSH qui sera effondrée.
Également, comme cause d'hypertension artérielle endocrinienne, c'est l'acromégalie, c'est l'hypersomatotropisme, où l'on évoquera le diagnostic devant ce syndrome de dysmorphie acrofaciale, le visage allongé, les doigts qui sont élargis, etc. Par hypersécrétion donc, de GH le plus souvent par un adénome hypophysaire somatotrope. La confirmation, c'est demander le dosage de l'IGF-1 qui sera élevé. Enfin, l'hyperparathyroïdie primaire, qui peut être également cause d'hypertension artérielle endocrinienne. Là, c'est une hypertension artérielle permanente et à évoquer le diagnostic d'hyperparathyroïdie lorsqu'il y a des lithiases rénales, lorsqu'il y a ostéoporose, lorsqu'il y a bien entendu une hypercalcémie associée à une hypophosphorémie, hypercalciurie, etc. Et la confirmation, c'est la demande du dosage de la parathormone qui sera bien sûr augmentée en faveur donc de l'hyperparathyroïdie primaire. Voilà, je vais conclure en vous disant que l'hypertension artérielle endocrine doit être dépistée dans les groupes d'hypertension artérielle où sa prévalence est élevée, en particulier sujets jeunes, contexte de maladies endocriniennes dans la famille, HTA labilo-résistante ou paroxystique, ou hypokaliémie, etc. Et le dépistage fait appel à un bilan hormonal dans des conditions standardisées. Et je vous remercie. Merci beaucoup pour cette excellente exposé. Et j'en profite aussi pour remercier la Société tunisienne de cardiologie et de la chirurgie cardiovasculaire de nous avoir invités à cette rencontre scientifique plein de savoir, machallah. Et là, on appelle le troisième exposant, qui est Dr Hamza. Donc il va nous présenter les techniques de cathétérisme des veines rénales et surrénales. Donc on va parler essentiellement donc du cathétérisme, de l'intérêt du cathétérisme des veines surrénaliennes, dont l'indication principale étant la confirmation des hyperaldotéronismes primaires par microadénome le plus souvent. Alors comment, pourquoi, quand et comment? On sait très bien que l'hyperaldotéronisme primaire est une condition où l'aldostérone est produite de manière inappropriée et que cette imprégnation d'aldostérone est une cause des plus importantes de l'hypertension secondaire. Sa prévalence est de l'ordre de 6% et que 20% des patients qui ont une résistance au traitement médical sont souvent en rapport avec l'adénome de Cohn. Et on sait que l'exposition à des concentrations élevées d'aldostérone entraîne des effets délétères sur le système cardiovasculaire, notamment la prévalence de l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, les arythmies, les événements cérébrovasculaires, et en comparaison aux patients qui ont des hypertensions essentielles. Donc l'identification de ces patients est extrêmement importante pour trouver essentiellement des causes curables et éviter les dommages au système cardiovasculaire. Alors il s'agit souvent d'un adénome, d'un microadénome. La plupart des adénomes de Cohn sont de petite taille, sont même inférieurs à 1 cm, et on peut avoir des hyperplasies bilatérales. Des études japonaises récentes montrent aussi que dans la sécrétion bilatérale, il peut y avoir des microadénomes des deux côtés qu'on essaie de dépister et qu'on même en fait des résections limitées, localisées de la surrénale. Alors les modalités, est-ce que d'imagerie, scanner, IRM peuvent répondre d'une manière formelle à l'existence d'un adénome de Cohn? Dans l'état actuel, non. Parce que les modalités d'imagerie morphologique montrent qu'il y a un adénome ou un microadénome quand il a une taille supérieure à 1 cm, mais on ne peut pas confirmer son caractère sécrétant, car la fréquence des adénomes non sécrétants dans la population générale est importante. Elle peut aller chez les patients de plus de 45 ans, jusqu'à 10%. Donc, il y a une prévalence d'une entité qui est un incident à l'homme qui n'a aucune signification, qui ne peut pas être incriminé, avec un microadénome, avec deux incidences qui sont variables. On peut avoir un microadénome
et un adénome non sécrétant du même côté, dans ce cas-là, la sanction thérapeutique n'est pas grave, mais l'inverse serait grave. Donc c'est ça l'intérêt du dosage veineux, pour confirmer d'une manière avec certitude que le côté qui va être enlevé, que la surrénale enlevée, est la cause de ce syndrome. Alors, est-ce que les médecines nucléaires ont une importance? Si, notamment, les scintigraphies au 19 non-cholestérol peuvent montrer le caractère sécrétant d'un adénome, mais malheureusement, on ne peut pas confirmer ceci pour des lésions inférieures à 1 cm. Or, la plupart des adénomes de Cohn ont une taille infracentimétrique. Donc on estime que dans la population âgée, notamment, qui a plus de 45 ans, ce risque de se tromper peut avoisiner les 5%. C'est quand même un taux extrêmement élevé, parce que c'est une sanction à vie de se tromper du côté qui est responsable de la maladie. Alors, quels sont les malades? Bien sûr, tout à l'heure, Dr. Khir en a parlé, les maîtres symptômes donc, de résistance au traitement, l'hypokaliémie, qu'elle soit spontanée ou en rapport avec les diurétiques. Donc ça, c'est des éléments importants qui vont faire dépister les malades qui ont un aldostéronisme primaire, le confirmer par les dosages biologiques et par la suite l'exploration. Alors, bien sûr, est-ce que... quand est-ce que c'est indiqué? Bien sûr, quand il y a une exploration morphologique telle que scanner ou IRM et qui est négative, donc on est confronté plutôt à des micro-adénomes, donc non détectables par les moyens morphologiques. Quand on a parfois à l'exploration morphologique scanner une hyperplasie, une hypertrophie bilatérale des surrénales, quand on a chez un jeune un adénome d'un côté, mais il n'a pas de caractère fixant, c'est que la scintigraphie confirme le caractère fonctionnel, mais à condition que la taille soit supérieure à 1 cm, les patients de plus de 40 ans, quel que soit le résultat morphologique, donc les recommandations de l'Endocrine Society qui demandent que tous les patients candidats à une surrénalectomie doivent bénéficier d'un dosage veineux des veines surrénaliennes pour éviter effectivement cette erreur qui peut être très importante et catastrophique pour le patient. Quand est-ce que les dosages veineux ne sont pas obligatoires, notamment chez les patients jeunes de moins de 35 ans, quand on a avec bien sûr un aldostéronisme primaire confirmé biologiquement et on a un nodule de plus de 1 cm, dans ce cas-là, le risque d'erreur est extrêmement faible vu le faible taux d'adénome non sécrétant dans la population jeune. Dans le cas où on a une grosse tumeur, dans ce cas-là qui peut être sécrétante, on a suspicion de cancer, quand la tumeur l'adénome dépasse 5 cm. Dans ce cas-là, c'est évident, il faut absolument traiter cette lésion et la traiter. Quand il y a une notion familiale d'hyperaldostéronisme de type 1, car souvent il y a une production de bilatérale, dans ce cas-là, les malades ne sont pas candidats à la chirurgie. Comment? Alors, il y a des études multicentriques qui ont montré que les patients qui ont eu un dosage veineux sélectif des veines surrénaliennes fait avec succès, la suite du traitement est meilleure, il y a beaucoup moins de complications et surtout on évite ces complications d'enlever la surrénale normale et de laisser la surrénale pathologique. Donc cet examen, cette exploration est réalisée depuis plus de 50 ans, mais elle est toujours redoutée par la plupart des praticiens à cause de la difficulté du cathétérisme de la veine surrénalienne droite, qui n'est pas évidente, qui est fragile, qui est difficile à cathétériser. Mais je pense qu'avec le développement des techniques de cathétérisme, les choses ont changé et que cette technique peut être pratiquée par tout le monde actuellement, bien sûr quand on dispose des équipements qu'il faut pour réaliser cette exploration. Et c'est à peu près dont j'ai parlé. Pour connaître ces dosages, il faut absolument connaître l'anatomie et les variantes anatomiques. La veine surrénalienne droite, généralement, le schéma le plus classique, ça bouge directement dans la veine cave. La veine surrénalienne gauche, ça bouge dans la veine rénale par la veine séparément ou en commun avec la veine phrénique inférieure.
Mais il peut y avoir plusieurs variantes. Il peut y avoir généralement, elles sont uniques, mais il peut y avoir des duplicités des veines surrénaliennes, donc c'est important de pouvoir les cathétériser les deux. Généralement, par l'ossification, on peut le savoir, mais surtout actuellement, l'examen du scanner, des scanners de dernière génération, tous les scanners de plus de 64 barrettes, permettent d'identifier les veines surrénaliennes, donc de connaître parfaitement l'anatomie, de savoir d'être préparé pour le cathétérisme, c'est-à-dire exactement quelle est l'angulation de la veine surrénalienne avec la veine cave, leur abouchement, la direction, donc choisir la configuration la plus adaptée pour ce cathétérisme. Alors, bien sûr, on a parlé, le Dr Rqiq en a parlé, c'est la suppression, donc la préparation des malades. On ne peut pas envisager cette exploration. Il faut absolument supprimer tous les antihypertenseurs, anti-aldostérone, les spironolactone, les ARA2, donc tous ces médicaments qui peuvent fausser les résultats, ne tolérer que les bêta-bloquants ou les médicaments, les bloqueurs du canal calcique. Alors, il faut corriger impérativement l'hypokaliémie par un traitement oral ou un traitement vasculaire. Alors le but de cette exploration, c'est de prouver la latéralisation de l'hypersécrétion. Donc il faut absolument qu'elle soit dosée d'une manière concomitante avec l'aldostérone. Ce qu'on va doser, ce n'est pas le dosage de l'aldostérone, c'est le rapport aldostérone sur cortisol de chaque côté. C'est ce qu'on appelle la symétrisation. Mais avant d'arriver là, il faut absolument confirmer que ce prélèvement provienne de la veine surrénalienne. Et c'est pour ça qu'on dose obligatoirement, même en cours de l'exploration, surtout du côté droit où le cathétérisme n'est pas évident, où l'anatomie n'est pas évidente. Donc il faut absolument, avant de terminer l'examen, commencer par la veine surrénalienne droite, cathétériser la veine, si elle est dosée d'une manière immédiate le cortisol, et le comparer à une cortisolémie prise dans une veine périphérique ou au niveau de la veine cave inférieure. Et le rapport doit être au moins égal à 2 pour affirmer que ce qu'on a dosé provient de la veine surrénalienne droite. La veine surrénalienne gauche est plus facile à cathétériser parce qu'elle naît directement, il n'y a que 2 veines qui s'abouchent dans la veine rénale, et donc c'est beaucoup plus facile et ça pose beaucoup moins de problèmes. Donc on commence toujours l'examen par le cathétérisme de la veine surrénalienne droite. Donc il faut alors il y a des techniques qui consistent à faire des techniques de stimulation, notamment au synactène, qui est un dérivé synthétique de la CTH, et qui permet donc d'augmenter la sécrétion de cortisol et donc d'augmenter le gradient de sensibilité et d'augmenter la latéralité. Bon, beaucoup d'équipes les avis sont partagés. Depuis à peu près une quinzaine d'années, nous, je pratique plus de stimulation, et on obtient des résultats qui sont tout à fait comparables et évidentes dans la plupart des cas. Alors, il faut absolument, comme le cortisol a un cycle varie avec le nictémère, donc il faut absolument faire le dosage de manière concomitante au même moment. Donc, il faut maintenir les cathéters en place. Il faut le plus souvent faire des examens le matin tôt, sans stress, pour ne pas augmenter d'une manière anormale le taux de cortisol, ce qui peut fausser les résultats. Donc, c'est comme j'ai dit, la chose la plus importante, c'est l'étude du scanner pré-cathétérisme, qui nous permet d'avoir une idée précise sur l'angulation et l'orientation de la veine surrénalienne droite, qui est la plus difficile à cathétériser. Donc, on voit ici donc, la veine surrénalienne qui naît au niveau du bord postérolatéral de la veine cave. On la repère très facilement, et donc on a une idée, on peut faire des reconstructions dans le plan coronal, et on a à peu près l'angulation qu'il faut avoir et le cathéter qu'il faut adapter pour cannuler cette veine. Donc,
Alors, une fois on est dans la veine, il y a d'autres moyens maintenant modernes qui permettent de confirmer la nature surrénalienne. On introduit un guide de 0,14 ou 0,18 dans le cathéter qui a un 5F ou un 4F, et on réalise une acquisition Colbin City. Maintenant, le Colbin City, c'est un instrument qui est disponible dans la plupart des salles de cathétérisme. C'est une acquisition scanner faite par rotation de l'arceau angiographique. C'est quelque chose qui n'est pas du luxe, mais ça nous permet de confirmer d'une manière morphologique que la veine qu'on cathétérise, elle provient de la surrénale. Et bien sûr, une deuxième confirmation par le dosage de la cortisolémie qui doit être beaucoup plus élevé que la cortisolémie périphérique. Donc ce sont les choses les plus importantes pour pouvoir confirmer la nature et réaliser ce dosage. Alors, ce qu'on fait, nous, d'habitude, c'est on commence par une ponction de la veine basilique ou de la veine fémorale droite. Et on essaie de cathétériser la veine surrénalienne droite. On met un guide à l'intérieur pour être sûr que c'est la veine surrénalienne droite, et on dose le cortisol. Et on envoie le dosage au laboratoire, et on essaie d'obtenir le résultat dans les 20 minutes. Si on n'arrive pas à obtenir les résultats dans les 20 minutes, il nous faut 1 heure par exemple, on déplace le malade et on peut faire un autre examen à la place en attendant la confirmation biologique par le laboratoire qu'on est dans la veine surrénalienne droite. Et c'est comme ça, une fois on a cette confirmation, on poursuit l'exploration vers le côté gauche et faire les dosages à ce moment-là au même temps. C'est l'examen effectivement qui prend du temps, qu'il faut prendre ses dispositions pour pouvoir. Alors ici, on voit le pacification. On essaie de pacifier le moins possible parce que ces veines sont fragiles, donc on peut les rompre, on peut les disséquer. Donc il faut injecter le moins possible de produits de contraste. Là, sur la vue de droite, on voit le guide placé dans la veine qui s'étend dans la veine surrénalienne sur la reconstruction en mode coronal faite par le Colbin City. Les images de Colbin City quasiment ressemblent parfaitement aux images de scanner classiques. Alors l'aspect est toujours particulier, c'est ce qu'on appelle en bouquet d'orme, l'aspect de l'arborisation veineuse intrasurrénalienne. Là aussi, la même chose, le guide placé dans la veine surrénalienne. Une vue angiographique, en même temps, les deux cathéters, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc, comment on fait les prélèvements? C'est pas toujours évident parce que ce sont des petites veines. Comment aspirer? Il faut surtout pas aspirer, il faut laisser couler. Soit on fait un trou latéral au niveau de la partie distale du cathéter qui permet d'avoir une espèce de prise de sang et permet un écoulement plus facile du sang dans le cathéter. On peut aussi utiliser le même guide qui nous permet de confirmer l'anatomie de la veine surrénalienne, qui permet de maintenir ouvert l'extrémité distale du cathéter et un écoulement du sang. On peut aussi parfois faire des pressions abdominales, demander aux patients de respirer d'une manière très lente et très superficielle, car une respiration profonde peut entraîner un saut du cathéter et donc sortir de la veine surrénale. Il faut obtenir à peu près 6 millilitres par prélèvement, et j'insiste beaucoup sur le dosage cortisolémique de la cortisolémie en cathétérisme. Alors, l'interprétation des résultats est confirmée donc par la cortisolémie dans la veine surrénalienne, notamment du côté droit, et l'infrarénale, ou bien dans la zone veineuse périphérique. Et le côté sélectif, pour être sûr qu'on est sélectif, il faut que le cortisol dans la veine surrénalienne soit au moins le double du don en périphérie. La latéralisation, c'est le côté dominant. Donc c'est le rapport aldostérone-cortisol de chaque côté. Si c'est là, il faut un cut-off de 2 à 4, suivant si on fait une stimulation. Mais s'il est à 2, on sait qu'il y a une latéralisation, donc on sait quel est le côté qui serait pathologique, qu'il faut réaliser la surrénalectomie. Alors, les complications, elles sont rares.
elles sont généralement essentiellement dues à de mauvaises manipulations, un cathétérisme, un cathéter qui n'est pas adapté à la veine surrénalienne, une injection trop forte de produits de contraste, donc qui peut entraîner une rupture, une dissection. Ça donne des douleurs, elles sont très douloureuses quand il y a ces complications, et ça rend, surtout quand il y a un hématome ou un infarctus de la surrénale, ça rend la surrénalectomie extrêmement compliquée vu les adhérences qui peuvent se produire. En conclusion, avec les développements du cathétérisme et des salles d'angiographie, notamment le Cone-Beam CT, la fusion d'images, où on peut superposer même des scanners réalisés auparavant et à la scopie pour mieux faciliter l'orientation et le cathétérisme. Donc c'est des méthodes qui ont permis donc, de faciliter cette exploration. Et bien sûr, j'insiste beaucoup sur le dosage de la cortisolémie en percathétérisme pour confirmer la nature de l'origine du sang qu'on va doser. Donc la collaboration avec l'endocrinologie et le laboratoire de médical est très importante pour optimaliser la qualité des prélèvements et obtenir un succès pour savoir surtout le côté qui serait pathologique qu'il faut enlever. Je vous remercie. Merci, Dr Hamza, pour cette présentation très instructive, très belle présentation. Voilà, justement, le cathétérisme des veines surrénaliennes, c'est un test invasif quand même, il reste invasif. Oui. Hein, et les complications ne sont pas... Les complications sont vraiment exceptionnelles. C'est-à-dire quand on sait qu'il ne faut pas injecter de produits de contraste dans les veines, qu'il faut agir gentiment, doucement, ne pas injecter plus qu'un cc de produits de contraste, qu'on utilise le Cone-Beam CT qui est maintenant disponible dans les salles d'angiographie, qu'on utilise le dosage du cortisol, on perd. Vraiment, c'est un examen qu'on peut faire en ambulatoire. On n'hospitalise même pas les malades. Mais il faut avoir du temps. C'est-à-dire prévoir l'examen le matin tôt, à 8 heures, et savoir que si le laboratoire va mettre 1 heure pour nous répandre, qu'on va prendre 2 heures. Donc éventuellement, mettre un malade à côté, faire autre chose. Mais l'après-midi, les gens peuvent rentrer chez eux. Et l'après-midi, on a le résultat. Quel est le côté qui est pathologique ? D'accord. Donc, parce que nous, cliniciens, on a toujours peur de ce geste. Bien Non, il sert quand même à nous orienter vers tout à fait. Le geste qu'on va faire. Non, c'est invasif, bien sûr, c'est vrai, il y a une ponction. Oui, c'est semi-invasif. On ne le fait pas chez tout le monde, on le fait vraiment quand on envisage de faire une surrénalectomie, on veut savoir quel côté qui est pathologique et ne pas se tromper. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des commentaires ? Sinon, bon, je vais vous demander une petite précision. Est-ce que vous avez fait une étude qui confronte les résultats de ce cathétérisme avec l'évolution post-opératoire des patients qui sont opérés, bien sûr ? C'est une question très importante. Alors, les patients qui sont jeunes, l'évolution est excellente. L'évolution, plus les gens sont âgés, plus de 45 ans, ils ne peuvent pas guérir de leur cône, mais le traitement médical permet de contrôler la maladie. C'est-à-dire qu'avant, ils étaient incontrôlables avec 4 médicaments, ils deviennent contrôlables avec des médicaments classiques. Donc, mais effectivement, la guérison, on peut espérer l'obtenir chez des patients jeunes. D'accord, merci. C'est un examen que j'ai fait depuis à peu près 1987. Donc ça fait bientôt 35 ans. Mais les choses ont évolué, c'est-à-dire qu'on a maintenant des outils qui nous permettent de le faire dans des conditions beaucoup plus confortables qu'on le faisait il y a une vingtaine d'années. Et notamment le Cone-Beam CT. Surtout la biologie qui est rapide. Et avoir la possibilité de doser le cortisol rapidement le jour même, dans le quart d'heure, dans la demi-heure. S'il vous plaît, est-ce qu'on reste toujours chirurgical dans cette pathologie ou bien est-ce que d'emblée on peut commencer par un traitement médical et suivre En cas d'adénome unilatéral, bien sûr, en cas d'adénome unilatéral et a fortiori lorsqu'il y a un retentissement sur les organes cibles, sur le corps, etc., sur le rein, bien sûr on doit opérer. Sinon, surtout chez les jeunes, avec retentissement, bien sûr. Et même sans retentissement. Oui. Lorsque c'est une hyperplasie bilatérale des surrénales, bien sûr, c'est un traitement médical.
C'est un travail très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que tu vas commencer à faire de l'embolisation des surrénales? Je sais que tu fais des choses plus difficiles que ça. Pour les artérielles. Alors, le surrénal, Artérielles, oui. Oui. Le surrénal, c'est un organe extrêmement difficile parce que autant il y a une seule veine surrénalienne, il y a 3 artères surrénaliennes. Qui s'anastomose, c'est extrêmement compliqué. Il y a des gens qui ont essayé il y a quelques années pour les phéochromocytomes à tête palliatif, mais dès qu'on traite une, premièrement, ça déclenche un tonnerre d'hormones dans le sang, donc très compliqué à gérer. Et deuxième chose, il y a des anastomoses qui se créent, donc c'est pas du tout un organe facile à emboliser, même à titre palliatif quand on ne peut pas faire de la chirurgie. Donc, pour le moment, je pense que pour le moment, c'est difficile. On embolise la prostate, on embolise beaucoup de choses, même la thyroïde, mais les surrénales, il a été posé effectivement dans le cadre palliatif, quand on ne peut pas opérer les malades, oui. Mais bon, c'est très compliqué à gérer. Bon, s'il n'y a plus de questions, on passe à la présentation suivante par le professeur Dekr Lahideb, le Percutaneous Management. Merci, Monsieur le Président. Merci pour l'invitation. Je remercie la Société tunisienne de cardiologie de m'associer à ce très beau congrès. Je vais parler en français. Il n'y a plus d'English speakers. Notre ami de Msrat est parti, je pense. Il est là? Non. Donc, j'ai préparé la conférence en anglais, mais on fera ça en français. Donc, on va parler de le traitement interventionnel de l'hypertension artérielle. Mais tout d'abord, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques. Tout d'abord, on doit définir c'est quoi l'hypertension résistante et parler un peu de l'hypertension secondaire. Dans le monde entier, on est 8 milliards. Il y a 1 milliard qui est malade, qui est hypertendu. La fréquence d'hypertension artérielle en matière d'épidémiologie, elle est très fréquente. Elle est sous-diagnostiquée parce que quand on voit la société européenne, quand elle a montré cette plaque, elle est terrifiante parce que la moitié des gens ne savent pas qu'ils sont hypertendus, ne sont même pas diagnostiqués. Et pour les gens diagnostiqués, ils ne sont même pas contrôlés. Donc surtout chez la femme. Autour de 1/4 de la population hypertendue, vous voyez à droite, la femme, c'est 23% qui sont traités mais non contrôlés. Pour les hommes, c'est un peu mieux, mais c'est énorme pour 1 milliard d'hypertendus dans le monde de trouver le quart qui n'est pas contrôlé, surtout chez la femme. Et si on parle d'hypertension résistante, la définition d'hypertension résistante, vous l'avez bien expliqué dans les précédentes communications, 3 traitements antihypertenseurs, dont un diurétique de lance si le patient est insuffisant rénal. Et pourtant, les patients ne sont pas contrôlés. Pourquoi? Il y a des causes. Causes secondaires. Les causes secondaires, on a fait le tour. Moi, je m'intéresse à 2 causes secondaires, qui est la sténose de l'artère rénale et la coarctation de l'aorte, qui sont traitables, qu'on peut traiter d'une façon interventionnelle par cathétérisme cardiaque. Tout d'abord, il faut définir les dernières recommandations du mois d'août dernier. Donne une définition très claire de l'hypertension artérielle résistante. 3 médicaments, dont un diurétique, la tension artérielle est toujours supérieure à 140/90, malgré un bon contrôle et malgré une bonne compliance. C'est très important de détecter aussi les fausses HTA résistantes, parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas leur traitement, ils disent qu'ils sont traités. Il y a l'effet blouse blanche. Il y a les patients qui ne sont pas les insuffisants rénaux aussi, qui c'est une population qui est très difficile à cerner. Donc, c'est très important de chercher les causes d'une hypertension résistante, une fausse hypertension résistante. Les méthodes de mesure, le calibrage du matériel de mesure, le repos avant la prise de tension. Bien sûr, les causes de cette hypertension artérielle, on a vu ça, c'est surtout les modes de vie. Donc, pour faire le diagnostic d'une hypertension secondaire, cette plaque, elle améliore beaucoup notre diagnostic, elle facilite notre diagnostic, parce que quand on voit, comme on a vu pour le premier cas, une hypertension résistante chez un jeune inférieur à 40 ans, on va chercher dans les causes fibromusculaires.
Et plus que 65 ans, on va chercher dans l'athérosclérose et surtout pour la sténose des artères rénales. L'âge jeune, c'est la coartation de l'aorte. Donc cette plaque, elle facilite énormément, surtout les causes vasculaires en haut. Les causes endocriniennes, ils ont été très bien traitées par le professeur Rqiq. Donc, il y a un autre moyen aussi interventionnel de faire baisser les chiffres d'hypertension artérielle quand les comprimés sont dépassés. Quand l'optimal medical treatment est dépassé, on passe à une autre méthode qui est la dénervation rénale. Pourquoi on a choisi l'idée de cette dénervation rénale? Au départ, dans l'histoire, ils ont même commencé à faire une ablation sympathique qui a donné des résultats catastrophiques dans les années 60. Les patients n'arrivent même pas à se mettre debout. Ils se mettent debout, ils tombent parce que la tension baisse d'une façon brutale. Donc on a cherché un autre moyen qui est l'innervation des artères rénales. Et dans les séries autopsiques, on va voir que cette innervation elle est très riche au niveau des artères rénales, riche surtout au niveau de la distalité, au niveau de la bifurcation. On va voir que le contrôle tensionnel passe par le cerveau. Le cerveau communique avec les reins par le système sympathique d'une façon afférente et efférente. Donc c'est un aller-retour, c'est un échange d'informations qu'on va essayer de bloquer pour faire baisser cette pression artérielle. Et on va voir dans des séries, sur les séries autopsiques, que l'innervation rénale elle est très riche, surtout dans la distalité, dans la bifurcation. Les chiffres commencent à augmenter de fréquence de plexus nerveux para-artériel dans la partie distale et dans les bifurcations. Donc c'est pour cette raison que les premiers cas de dénervation rénale n'ont pas réussi. Là, ça c'est le premier cathéter qu'on a utilisé à l'hôpital militaire en 2013-2014. On traitait uniquement la partie proximale parce qu'on avait peur de la bifurcation, on avait peur des petites artères. Parce que le cathéter aussi ne marche pas, ne rentre pas dans les bifurcations. Donc les résultats n'étaient pas bons et cette technique est tombée après les résultats de Simplicity HTN3 qui a montré des résultats décevants. Et c'est la cause de cette déception, c'est surtout parce qu'on a traité uniquement l'artère rénale principale. On a lancé un courant de radiofréquence pour traiter l'innervation dans cette zone qui n'est pas très riche en nerfs. Et après, sur les séries autopsiques, on a trouvé que quand on rentre à l'intérieur de l'artère, dans les petites bifurcations, le taux augmente de 71%, après 83%, jusqu'à atteindre 91% d'innervation juxta-artérielle. Très proche, juxta, c'est 3 mm de profondeur. Quand on arrive à 3 mm, donc notre radiofréquence va fonctionner et va inhiber cette innervation. Donc si on arrive dans les branches de bifurcation internes, on arrive à traiter, mais il faut surtout éviter d'entrer au niveau du parenchyme. Donc on est dans l'artère, bien sûr, en respectant l'ambre rénal qu'on va voir par imagerie. Donc c'est un cathéter artériel, c'est une ponction artérielle fémorale, elle est simple. Dans les études cliniques, il y a eu des complications parce qu'ils ont travaillé avec des gens qui n'ont pas l'habitude de faire des ponctions artérielles. Après, ils ont travaillé avec des cardiologues qui ont l'habitude de travailler avec les artères fémorales, mais les jeunes cardiologues actuellement, ils ne savent pas trop ponctionner l'artère fémorale. Le professeur Meshmesh est là, il sait que l'artère, on a commencé à faire l'artère traitée par l'artère fémorale et après, tout le monde est passé à la voie radiale. Donc, la ponction fémorale, maintenant, les jeunes ne connaissent pas très bien, ils font beaucoup de complications en ponctionnant l'artère fémorale. C'est pour cette raison que dans l'étude HTN3, il y a eu beaucoup de complications, surtout dans les cas témoins. Donc, ponction fémorale en 6 franges. Le cathéter il est à 4 franges, on le monte sur un guide 0,14 et on fait notre radiofréquence. Bien sûr, l'ambre rénale, on voit l'ambre rénale avec nos salles de cathérisme, surtout les salles de cathérisme nouvelle génération. Il ne faut pas dépasser l'ambre rénale, faire les tirs dans les artères de bifurcation de l'artère rénale. Bien sûr, c'est un système automatique parce que quand on passe notre guide 0,14, on met le spiral et après on commence notre ablation par radiofréquence, c'est automatique. Quand ça chauffe, l'électrode s'éteint toute seule, donc elle est sécurisée. Elle attaque uniquement en profondeur de 3 mm. Elle ne touche pas les structures adjacentes, elle ne touche pas les tissus l'urétère, ne touche pas le parenchyme rénal, ne touche pas la lymphe, le muscle squelettique. Donc c'est vrai qu'elle est douloureuse
Donc elle se fait sous sédation, mais dans les études cliniques, on a vu, sur cette étude porcine, on a vu qu'elle ne touche pas tout ce qui est structure urogénitale ou musculaire ou autre. Donc, on a vu aussi que cette ablation, cette dénervation, elle est durable dans le temps. Donc, quand on dénerve d'une façon distale et après on remonte en proximal, on arrive à cerner la plupart de cette innervation. Donc, c'est un taux très élevé, autour de 63%. C'est un taux très élevé et très acceptable. Donc, vous voyez sur cette image, on fait monter le guide 014. C'est exactement comme un guide de dilatation coronaire. Évitez de mettre des guides hydrophiles parce qu'ils risquent de fuser dans le parenchyme rénal, risquent de faire des blessures artérielles. Donc, c'est un guide normal. Et après, on monte notre cathéter et on commence à faire la dénervation petit à petit jusqu'à la partie proximale qui n'est pas très innervée. Donc, il y a des contre-indications quand il y a une sténose de l'artère rénale, mais il y a des équipes qui font la dilatation de l'artère rénale au ballon. Il ne faut pas mettre un stent parce qu'on va faire la dénervation après. Donc, dilatation au ballon, 2 jours après, ils contrôlent la fonction rénale et ils font une dénervation après une dilatation au ballon. Une dysplasie fibromusculaire, c'est une contre-indication. Maintenant, il y a des équipes qui font une dilatation au ballon et après, ils font la dénervation. L'âge inférieur à 18 ans et là, bien sûr la grossesse parce qu'il y a l'irradiation. Donc, après notre dénervation, il faut bien sûr contrôler la pression artérielle qui va baisser au départ, parce qu'il y a cette dénervation, il y a l'anesthésie, il y a un peu de vasoplégie, mais il y a le risque de remonter après. La fonction rénale, il faut la contrôler parce qu'on fait des injections au produit de contraste. Bien sûr, il faut faire une dernière injection pour voir s'il n'y a pas de dissection coronaire, dissection rénale après l'ablation. Donc, les premières études de dénervation rénale étaient encourageantes, les années 2013-2012, mais après l'étude HCN3, la déception parce qu'on n'a pas trouvé de bons résultats. C'est pour cette raison qu'ils ont changé de cathéter et mis le cathéter nouvelle génération, le Spiral, qui a donné beaucoup plus de résultats. Donc, c'est sur les études de registre aussi, où il y a eu des baisses de la pression artérielle, et baisse du nombre de médicaments qu'on utilise, parce que c'est des patients qui arrivent avec 5 médicaments, 5 classes thérapeutiques antihypertensives. Quand ils sortent avec un seul médicament ou bien un seul cachet avec une association, c'est un gain. C'est pour cette raison que dans les recommandations, ils sont passés de recommandations classe 3 à 2B actuellement, mais à condition que le centre soit un centre de haut volume. C'est un centre de cardiologie interventionnelle ou de radiologie interventionnelle qui font beaucoup de normes. Parce qu'on a vu dans les essais cliniques, les centres qui en font moins de cas, ils font plus de complications, ils ne sont pas efficaces. Donc la première condition, c'est d'avoir un centre de très haut volume, bien sûr, avec des patients très bien sélectionnés. Par contre, pour les non-recommandations, c'est parce que dans les conditions où, comme on a vu, l'insuffisance rénale sévère, il n'y a pas d'indication. On passe à la sténose d'artère rénale. Quand il y a une sténose d'artère rénale, l'hypertension risque de faire des complications graves. Donc, il faut la diagnostiquer par échodoppler de l'artère rénale, puis par le scanner actuellement, si la fonction rénale le permet. Donc, le traitement percutané est facile. On le fait par voie fémorale, mais même parfois par voie radiale maintenant. On peut même faire des dilatations de l'artère rénale par voie radiale quand il y a des sténoses, une polyartériopathie des membres inférieurs. La dilatation au ballon, moi, je ne suis pas très adepte de la dilatation au ballon seul, parce qu'il y a beaucoup de recoil, il y a des rosténoses, il y a des risques de dissection, il y a des dissections qu'on n'arrive pas à voir en angiographie. On la voit par contre en écho endovasculaire. On a fait quelques cas avec écho endovasculaire et on a vu qu'il y a des micro-dissections. Donc l'idéal, c'est de mettre un stent monté sur un ballon. Les indications quand il y a une hypertension artérielle sévère, quand il y a une accélération rapide de l'augmentation des chiffres tensionnels et quand il y a 3 ou plus de médicaments, ou bien un début d'insuffisance rénale, ou bien l'association avec une insuffisance cardiaque cette hypertension risque d'aggraver une insuffisance cardiaque ou d'une maladie coronaire instable.
Les contre-indications, quand il y a un rein réduit de taille, de 8 cm, donc c'est un rein de néphropathie chronique, donc ça ne sert à rien de dilater les artères rénales. Quand il y a une espérance de vie réduite, quand une femme enceinte, donc c'est des contre-indications à mettre un stent dans les artères rénales. Vous voyez dans la première plaque que cette dilatation est faite par voie radiale et non pas par voie fémorale. Donc les résultats, même pour la fibrodysplasie des artères rénales, les résultats sont encourageants, mais à condition de mettre un stent. Donc ce qui a mis les recommandations en stade 2A, avec une angioplastie des artères rénales recommandée si les patients ils ont une hypertension artérielle sévère, ou bien une aggravation brutale d'une insuffisance rénale suite à l'utilisation des IEC. Dans ces conditions, il faut dilater cette artère. Et elle n'est pas recommandée par les patients qui n'ont pas une confirmation hémodynamique ou les patients qui sont contrôlés sous traitement. Troisième cause qui est traitable par interventionnelle, par voie interventionnelle endovasculaire, c'est la coartation de l'aorte. Elle est fréquente parce qu'on la voit, elle est autour de 4 à 7% des cardiopathies congénitales. Au jeune âge, après la naissance, quand elle est sévère, elle est traitée d'une façon chirurgicale, mais parfois elle est découverte à l'âge adulte ou à l'adolescence ou à l'enfance. Dans ces conditions, l'idéal c'est de faire une dilatation et mettre un stent. Dans les années 80, on dilatait au ballon uniquement, les résultats n'étaient pas bons, avec recoartation, hypertension résiduelle, dissection de l'aorte et formation d'anévrisme. C'est pour cette raison, depuis les années 90, avec Palmaz, on a commencé à mettre des stents et ça a donné des résultats meilleurs. Bien sûr, il faut une très bonne imagerie. L'imagerie, elle est indispensable pour le calcul le diamètre de l'artère, pour le rapport avec les artères sous-clavières, si l'existence ou pas d'une artère vertébrale. Donc, on a besoin d'une très bonne imagerie pour commencer à faire mettre un stent au niveau d'une coartation de l'aorte. Les résultats, c'est vrai, les résultats sont bons à la phase initiale, mais il y a des éléments en faveur d'un retour, d'une recoartation, des éléments en faveur la présence d'un anévrisme derrière le stent. Donc, mais ça reste autour de 5% de complications et c'est très acceptable pour un patient qui a une coartation de l'aorte. Je vous remercie. Merci, professeur Laïd, pour cet exposé très clair. Et je demande s'il y a une question dans la salle. Pour l'angioplastie de l'artère rénale, autant il y a une vingtaine d'années, les indications étaient extrêmement larges et ont dilaté sous l'argument, même si les malades n'étaient pas hypertendus ou correctement traités, la sauvegarde néphronique. Et puis ça a été battu en brèche, c'est qu'avec les indications, c'est le traitement de l'hypertension, c'est le traitement médical qui est fondamental, et uniquement l'angioplastie n'est envisagée que lorsqu'il y a une résistance au traitement médical ou chèque du traitement médical. Pour ce qui est donc on distingue deux maladies, la fibrodysplasie, les sténoses inflammatoires et l'athérome. Pour l'athérome, je pense que tout le monde est d'accord de faire un stenting primaire quand il y a une indication d'angioplastie. Pour les maladies inflammatoires et les fibrodysplasies, beaucoup d'études montrent qu'il faut faire l'angioplastie au ballon parce que souvent elle permet de lever la sténose, mais il faut contrôler. C'est-à-dire il y a un contrôle angiographique, il y a un contrôle hémodynamique. S'il n'y a plus de gradient de pression au niveau de la zone sténotique, on peut mesurer la pression d'une manière très simple, parce qu'on peut mettre un cathéter 5F et mesurer la pression au-delà de la sténose. S'il n'y a pas de gradient de pression, si l'image angiographique, il n'y a pas de dissection importante qu'elle est colmatée, etc., l'angioplastie au ballon trouve sa place simple. Et surtout dans les sténoses inflammatoires, les Chinois l'ont montré récemment que les malades qui est simplement dilaté par angioplastie dans Takayasu avaient une évolution meilleure que ceux qui ont été stentés de manière primaire. Je suis d'accord. Merci Dekr. Une question. Après dilatation d'une coartation de l'aorte et rustinose, qu'est-ce que vous envisagez?
Normalement, c'est pas uniquement une rosténose. C'est une rosténose. Parfois, elle est toujours associée à un anévrisme derrière, à une modification de l'architecture de l'aorte. Mais on peut tenter une autre dilatation parce que faire là, une chirurgie après avoir mis un stent et avec un anévrisme. Donc, l'idéal, c'est de remettre un autre stent. Et c'est faisable aussi. Donc, on a les repères par le premier stent, on a les diamètres. Donc, ça facilite un peu le retour. Par rapport à la dénervation rénale, on sait très bien que lorsqu'on fait de la radiofréquence au niveau vasculaire, l'une des principales complications, c'est que ça va engendrer de l'inflammation et cette inflammation peut évoluer à moyen terme vers de la fibrose et vers des sténoses. Est-ce que ça a été rapporté lors de la dénervation? Ça a été rapporté avec les premiers cathéters, mais actuellement avec Spiral, il n'y a pas eu de problème parce que la température elle est contrôlée. Quand elle dépasse les 3 mm de profondeur, on a besoin d'une profondeur de 3 mm. Donc quand la température dépasse les seuils, elle s'arrête toute seule. Donc il y a 4 électrodes sur le spiral et ils sont indépendants. Donc on peut avoir le distal qui fonctionne, celui du milieu s'arrête automatiquement. Donc ils sont dépendants. Merci Cédric pour cet exposé. Juste une petite question, est-ce qu'il y a actuellement une indication à la dénervation de première intention chez les patients qui sont intolérants à 2-3 classes de médicaments antihypertenseurs? Oui, on est en 2B actuellement, même s'il est jeune, en recommandation en 2B. Surtout les patients qui ne sont pas contrôlés, ils sont sujets, ils ont un risque très élevé de complications cardiovasculaires. Je vous félicite donc, pour cette présentation. Justement, en matière de dénervation de la rénale, est-ce qu'il y a une durabilité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un récidive Maintenant, sur les études autopsiques, surtout porcines, ils ont vérifié ça même à une année que les axones, l'anatomie axonale n'a pas repris. Donc les zones où ça a été dénervé, ils ne régénèrent pas. Par contre, pour l'hypertension artérielle, les résultats restent stables. Dans les études actuellement, c'est entre 2 ans, 24 mois. Les résultats restent stables s'il n'y a pas de rosténose de l'artère rénale. S'il n'y a pas de rosténose, parce que les anciens cathéters, ils ont causé quelques rosténoses, et la récidive de la tension est due à la sténose de l'artère rénale. Est-ce qu'il y a un centre en Tunisie pour on a travaillé à l'hôpital militaire avec la dénervation sur l'ancien appareil. Et sur le nouveau, on va commencer un programme actuellement. Ça va être entre l'hôpital militaire et une clinique privée. Bon, s'il n'y a plus de questions dans la salle, on va lever la séance. On remercie les orateurs, la présence, tous les présents, et merci.